On se retrouve ensemble pour débriefer le Grand Prix du Japon avec un nouveau leader au championnat du monde des pilotes, Kimi Antonelli. On est parti, bienvenue dans Lights Out. De retour pour parler Formule 1, on est ici pour débriefer le Grand Prix du Canada. Bienvenue dans Lights Out. Bienvenue à tous, je suis à nouveau avec Quentin Rousset. Salut Quentin. Salut Raphaël, salut Baptiste. Et évidemment, voilà Baptiste, comment vous allez les gars? Très Salut, bien, comment ça va les gars? La forme, on a fait nous une très longue pause. La F1 a fait deux petites pauses petit peu plus courtes, mais nous on a fait une longue pause sur le podcast. Donc je suis très très content de vous retrouver pour enregistrer un nouvel épisode. Mais pareillement, c'est toujours un plaisir d'être avec vous messieurs. Et ça fait 2 mois, hein, donc tu m'étonnes que ça fait longtemps. Non, franchement, c'est cool d'être de retour, ça fait plaisir. J'ai presque oublié comment fonctionnait le matériel. Ouais, je te jure. Trêve de plaisanterie, on est ici du coup pour aborder le Grand Prix du Canada, week-end de sprint pour nos pilotes de F1, nos 22 pilotes de F1. Et ou alors nos 20 pilotes de F1 et nos 2 pilotes de F2,5, comme vous voulez. Mais, oh, il est dur. Selon l'écurie. Voilà, vous mettrez l'écurie que vous voudrez à ce moment-là, Cadillac ou Aston Martin, de toute façon le choix est restreint. Non mais oui, week-end donc sprint du côté du Canada sur le circuit Gilles Villeneuve. Avec une sprint, je ne vais pas vous mentir, qui m'a laissé un petit peu indifférent. Une sprint avec une belle bataille, ceci dit, quand même, entre Kimi Antonelli et George Russell. Et Baptiste, on a eu surtout un Kimi Antonelli assez mécontent à la radio. Ouais, bon, c'était une petite mise en bouche, le petit apéritif avant la course du dimanche. C'était quand même sympa, une belle bataille entre George Russell et Kimi Antonelli. Et effectivement, l'Italien qui était assez furieux contre son coéquipier à la radio. Faut dire que George Russell l'avait quand même bien tassé à 2 reprises, notamment au premier virage. Mais Russell est resté devant et Antonelli, justement, lors d'une manœuvre de dépassement, s'est fait doubler par Lando Norris et a perdu un point peut-être comparé à ce qu'il aurait peut-être dû avoir. Et il a fini du coup au 3e de ce sprint. Et effectivement, beaucoup d'agacement, beaucoup d'énervement de la part du jeune Italien à la radio, qui a dû se faire recadrer par le grand patron Toto Wolff. Mais heureusement pour lui, il a pu prendre sa revanche le lendemain lors de la course, bien aidé par les ennuis mécaniques de son coéquipier. D'ailleurs, Quentin, je ne sais plus si tu as les manœuvres en tête, mais de mémoire, il y a 2 manœuvres entre Kimi Antonelli et George Russell. Et la deuxième, c'est, il me semble, celle sur laquelle il se plaint le plus, alors que j'ai trouvé que Russell n'était pas spécialement en tort sur cette manœuvre. Alors le seul truc qui est un peu compliqué, c'est que la deuxième manœuvre, on l'a pas spécialement revue. Et en tout cas, ayant été beaucoup sur les réseaux sociaux, j'ai pas forcément vu les on-board publiés par les fans. Mais il me semble que la première, bon, autant je suis plutôt d'accord que Antonelli, c'était limite, il l'emmène à l'extérieur. La manœuvre était certes audacieuse, mais la défense était plus que musclée de la part de Russell, comme d'ailleurs ce qu'il a prolongé, comme on le verra un peu plus tard sur le Grand Prix. Mais il me semble que la deuxième, et c'était d'ailleurs le sens des commentaires de Julien Febvreau et Jacques Villeneuve sur le moment, c'était plutôt qu'Antonelli avait fait une erreur lui-même. On est d'accord. Et que finalement s'était retrouvé dans l'herbe et avait d'ailleurs expliqué en conférence post-course que non, c'est bien lui qui avait raté son freinage. Et il arrivait avec trop de vitesse. Voilà, et à cause de la rigidité de la voiture, du coup, c'est pour ça qu'il avait décollé en sortie et perdu autant de temps avant de se faire dépasser par Lando Norris. Parce que du coup, sur le moment, pendant la sprint, moi j'ai l'impression que c'est sur la deuxième manœuvre qui se plaint le plus, alors que c'est, de mon point de vue, à ce moment-là, c'était de son fait. Donc j'ai pas trop saisi. C'est un agacement grandissant. La première, son équipier s'est montré très très musclé, se fait clairement sortir par ce dernier. Il n'est pas content, on lui dit bon allez détends-toi, il retente, je pense que la porte était fermée à nouveau, mais cette fois il peut quand même plus s'en prendre à lui-même qu'autre chose manifestement, et on lui dit encore bon bah cette fois en plus t'as merdé et t'as reperdu une position par-dessus le marché, on arrête les frais, concentre-toi ou voilà, on en parlera après la course. Ça m'a fait rire au bout de la 4e radio quand Toto Wolff est intervenu pour lui dire bon écoute mon garçon, là il avait la main en l'air, il fait écoute si tu continues celle-ci elle va partir quoi. Oui, en même temps il le fallait parce que c'est vrai que il s'est beaucoup plaint à la radio, on lui a dit de se concentrer sur la course, d'autant plus que la Mercedes est la meilleure voiture du plateau, donc il pouvait sans problème au moins sécuriser un podium et donc sans forcer le talent aller chercher de gros points, et malgré ça il a continué de se plaindre. C'est logique que Toto Wolff en tant que patron d'équipe ait pris la radio pour le calmer, mais je pense surtout qu'effectivement il s'est fait surtout peur lui-même en fait sur la deuxième manœuvre, parce qu'il est arrivé avec tellement de vitesse que il a pas dû maîtriser, il a pas maîtrisé correctement son freinage et il a eu sans doute peur d'emboutir son coéquipier.
Mais en tout cas, voilà, vu que c'est la course sprint, il n'a pas perdu énormément de points, que 2 points sur Russell. Et puis comme je disais, il en a surtout gagné beaucoup le lendemain. Donc, Évidemment, Voilà. parce que sur le majeur. dimanche, on a eu aussi une grosse bataille pendant une Oh oui, trentaine de c'était tours entre les deux. Aussi musclé. Ah ouais, j'allais dire au moins tout aussi musclé. Oh, il y a une image, je pense que vous l'avez aussi en tête, mais sur cette Sixième ligne, tour. ligne droite de Ouais. départ-arrivée, où il y a ce dépassement de George Russell sur Antonelli, et Antonelli qui dit je vais tenter de l'avoir par l'intérieur. Oh là là, il passe pas Ouais, loin c'est- d'emmener l'autre Mercedes dans le. Plusieurs fois d'ailleurs. hein. Ah ouais, mais le blocage de pneus, il est impressionnant l'image. En plus, Ouais. on l'a vraiment juste à 1 mètre parce que la caméra est devant. Et surtout que c'était au 6e tour, enfin j'ai envie Ah de ouais, dire. c'était tôt dans la course. Et ouais, et puis on a continué à avoir des échanges comme ça entre les deux, très musclés avec des défenses aussi très, ça jouait des coudes quoi, tout simplement. On l'a vu des tentatives de dépassement par l'extérieur, mais des pilotes à l'intérieur. Je dis des pilotes parce que ça a été une fois l'un, une fois l'autre, qui se sont pas laissés faire, pas laissés impressionner. Et ça a donné une très belle bataille pendant 30 tours quoi. Et juste Voilà. avant l'abandon malheureux de George Russell. Ouais, mais juste avant, on peut peut-être conclure ce sprint pour passer au plat principal résistance. Baptiste, je crois que tu as les résultats sous les yeux d'ailleurs. De la sprint, ouais, bien sûr. Victoire du coup de George Russell devant Lando Norris qui du coup a profité du petit travers de Kimi Antonelli qui lui termine 3e. Oscar Piastri termine 4e. Suivent les 2 Ferrari de Charles Leclerc et Lewis Hamilton. Max Verstappen, lui, a terminé à la 7e place. Et par contre, c'est pour nos Français que ça s'est très mal passé puisque Ocon a terminé 13e, Gasly 20e et Hadjar 21e. On l'a vu, hein, il a eu des problèmes mécaniques. Il est sorti. Il est rentré au stand puis ressorti. Il a fini la course avec 3 tours de retard. Donc un sprint à oublier pour nos Français. Et Pierre Gasly qui s'était fait piéger en qualification sprint à cause du drapeau rouge. Il restait qu'1 minute 48 pour ressortir et faire un tour. Et ça n'avait pas suffi à Pierre Gasly Absolument. pour boucler le tour de sortie. Donc il s'était retrouvé éliminé en Q1. Malgré à souligner sa belle tentative de dépasser les pilotes, y Ouais. compris dans la voie des stands et sur la piste derrière. Il a Ah oui, c'était quelque malheureusement- chose ça. Ouais, il a malheureusement pas pu refaire le retard au chronomètre. J'ai vu du Vettel là. Voilà, mais saluons quand même l'envie et l'idée Ouais. de se surpasser de la part du pilote français. Ouais, non, ça c'est cool. Ça s'est un petit peu mieux passé d'ailleurs pour lui sur la course. On va y revenir de toute façon, mais évidemment, donc ce duel entre les Mercedes tout d'abord. Baptiste, j'ai envie de t'entendre parce que l'année dernière, on avait des McLaren qui étaient un peu dans la même situation. Il y avait notamment Toto Wolff qui avait pris la parole en disant que dans son écurie, ça aurait été, il me semble, vite réglé. Hein. Ouais. Et là, on assiste peut-être à un début de, on va dire, pas chamaillement, mais un début de bataille entre les deux pilotes Mercedes, début de bataille rapproché. Qu'est-ce que tu as pensé des manœuvres? Est-ce que pour toi, c'était juste, trop, à la limite? Bon, la bataille, ça fait un petit moment qu'elle a commencé. Hein. Elle n'a pas commencé sur ce week-end canadien parce que ça fait un petit moment déjà que Mercedes domine cette saison. Mais c'est vrai qu'on a eu la première grosse bataille depuis un moment entre les deux. En tout cas, moi, la première chose que je tiens à dire, c'est souligner la qualité exceptionnelle de pilotage des deux pilotes parce qu'effectivement, ils sont restés. Bon, malheureusement, George Russell a abandonné au 30e tour en raison d'un problème mécanique, mais on a eu 30 tours de folie entre les deux et sans jamais franchir la ligne jaune finalement, puisqu'il n'y a pas eu de casse entre les deux. Donc c'est quand même à souligner. Et justement, moi j'ai adoré cette bataille et j'adore la ligne directrice de Mercedes comparée à McLaren l'année dernière où c'était du pilotage Mickey Mouse comme dirait Toto Wolff, c'est-à-dire que on ne se battait pas plus que ça. Il y avait des consignes très strictes, les fameuses papaya rules. Là au moins on laisse les pilotes se battre. Alors ça se laisse peu d'espace, ça se rend coup pour coup. Mais il y a quand même beaucoup de respect et ça ne se touche pas. Et c'est exactement ce qu'on veut voir. On va voir des pilotes à la limite, sans aller au contact pour autant. Et je trouve ça génial de la part de Mercedes pour l'instant que justement l'écurie allemande laisse ses pilotes se battre en piste autant que possible. Alors peut-être que ça ne durera pas toute la saison parce qu'on est encore qu'au début de saison. C'était la 5e manche seulement de la saison. Mais en tout cas, pour l'instant, moi, ça me plaît beaucoup que Mercedes laisse ses pilotes libres de leur mouvement finalement et libres de se battre sur la piste. Quentin, tu partages un peu l'avis de Baptiste? En un sens, oui. En l'autre, on voit aussi une bataille qui graduellement est devenue très vite très musclée, surtout sur ce week-end canadien. Faut pas oublier qu'on parlait de McLaren juste avant. Il y a quand même un week-end où les deux ont réussi à se rentrer dedans. Pendant leur domination, c'était également au Canada. Ouais. Fort heureusement, c'est pas arrivé. Maintenant, il y a aussi quand même pas mal de manœuvres, notamment pendant ce Grand Prix, où heureusement que les pilotes sont pas plus têtus que ça. Parce que franchement, combien de reprises, j'avais compté mais je les ai plus en tête. S'il n'y en a pas un qui lâche, notamment pour les dépassements dans la dernière chicane, bon, on voit les deux partir dans le mur des champions et voilà, tout le monde remballe.
Donc non, mais eux, ils y sont pas allés, contrairement à McLaren, tu vois. Oui, Ouais, en plus, c'était au même endroit. Hein. Ouais, mais ce que je dis, pas loin, ils y sont pas allés, mais franchement, il s'en est fallu de peu. Ouais. Alors c'est bien de dire qu'ok, on traite ça en interne et qu'on voit, mais malgré tout, les deux ont pas envie de perdre. Il y a un Russell qui a beaucoup à prouver, parce que le début de saison, concrètement, c'est pas du tout ce qu'il imaginait. Mm. Il y a Antonelli qui lui a envie de montrer que le numéro 1 finalement dans l'écurie, ça va être lui et rapidement. Et donc les deux commencent à montrer un peu les crocs. Et alors le problème, c'est que dans cette situation, bien que Toto Wolff ait dit que ça n'avait rien à voir avec un certain Lewis Hamilton et Nico Rosberg, ça va très vite devenir très chaud. Et il va falloir commencer à imposer des règles sur comment on dit ça, la musculature, la dureté des manœuvres sur le football des deux pilotes. Mais je suis même pas sûr que ce soit nécessaire d'instaurer des règles. Enfin, on verra, parce que une saison de Formule 1 est extrêmement longue. Mais Mercedes a une telle avance sur le reste du plateau que je suis même pas sûr que pour le moment ce soit nécessaire d'instaurer une hiérarchie ou des consignes de course entre les deux. Parce que vraiment, Mercedes survole sans aucun problème la saison. Bon, ils ont eu un tout petit peu de mal à Miami parce que tout le monde avait apporté des améliorations sauf eux. Maintenant, on l'a vu, ils ont apporté 8 améliorations ce week-end. Ils ont repris sans problème leur domination. Donc, a priori, je ne vois pas forcément la nécessité pour le moment d'instaurer des règles chez Mercedes. Parce que tu parles de domination, mais je rappelle qu'il va y avoir aussi la mise à jour des règles concernant le moteur. On avait parlé de ça en tout début de saison, puisque Mercedes avait un sacré avantage et qu'il fallait surtout qu'ils profitent de ce début de saison pour marquer un maximum de points, parce qu'on ne savait pas ce que ça allait donner une fois que les puissances moteurs allaient être ajustées. Donc je suis pas aussi, on va dire, serein que toi sur la position de Mercedes. Je ne sais pas si Quentin, toi, tu as un regard différent là-dessus, mais je ne serais pas aussi catégorique sur la domination de Mercedes. Ce que je dirais déjà, c'est que la saison est longue et que les résultats ont la fâcheuse tendance à rapidement, les bons résultats à changer, la fâcheuse tendance à rapidement changer de propriétaire. On l'a vu à pas mal de reprises dans ce beau sport, c'est que une très belle avance ne tient parfois qu'à peu. On prend Oscar Piastri l'an passé, qu'on pensait à un moment donné intouchable. Finalement, on va commencer à en suivi. Là, mine de rien, les améliorations, parce que si Mercedes en apporte 8, McLaren en fait au moins tout autant. On voit un Red Bull qui revient également très fort derrière. Le pace en qualification qui s'est vachement réduit. Je crois qu'on était à 6 dixièmes d'avance sur le reste du plateau au premier Grand Prix. Là, ça se bat pour la pole. Ce que je veux dire, c'est qu'on sait que personne ne va s'arrêter en cours de route. Néanmoins, il va vraiment falloir faire attention à ça. Et on n'est vraiment pas à l'abri qu'un accident qui engendre un double DNF, ou même ne serait-ce qu'un seul, devienne très préjudiciable pour l'écurie allemande. J'entends ce que vous dites et vous faites bien de préciser qu'effectivement, il y aura une modification du règlement à partir de cet été et que Mercedes pourrait perdre l'avantage qu'ils ont jusqu'à présent. Mais vous voyez vraiment George Russell au bout du 6e Grand Prix abandonner et se mettre au diapason d'Antonelli pour qu'il score un maximum de points pour le non, titre c'est pas ce pilote. qu'on a dit, évidemment. Du tout, mais imposer plutôt des règles disant qu'on peut se battre, peut-être un peu moins comme des chiffonniers, pour reprendre les mots de nos chers parents à l'époque. On peut faire ça, mais en étant un peu plus gentleman dans la manœuvre, un peu à la Alonso. C'est parfois montré un peu dur, mais néanmoins qui reste assez classe dans ses manœuvres. Là, voilà, on va dire que c'était très beau, mais ça manquait de classe entre les deux pilotes, enfin, je trouve. Et voilà, réinstaurer un peu ce côté de gentleman. Mais t'as kiffé quand même, Quentin, rassure-moi. Comment ? T'as kiffé quand même la bataille. Moi, je me suis régalé, honnêtement. C'était chaud, on était là, on regardait le Grand Prix, on était presque debout, je veux dire, c'était super joli. Mais c'est vrai qu'entre deux pilotes d'une même écurie, on ne peut pas empêcher de se transposer à la place du management. C'est chaud. C'est ce que j'allais dire, c'est que nous, en tant que spectateurs, c'est un régal, j'ai envie de te dire. Tu vois des batailles comme ça, tu as envie d'en voir à chaque course. Oui. Mais quand tu es directeur d'écurie, je suis pas sûr que tu sois aussi serein que nous devant ton écran. L'année dernière, McLaren a beaucoup été critiqué, pas seulement par les fans, pour sa gestion du duel Piastri-Norris. Toto Wolff avait notamment pris la parole, donc maintenant à voir ce que lui fera dans une situation qui pourrait se dessiner comme similaire, parce que la critique est facile, mais forcément derrière, quand c'est à nous d'agir, c'est un petit peu plus compliqué, c'est différent. Donc j'ai hâte de voir. Après, c'est un problème de riche. Je pense que Toto Wolff, il est bien content d'avoir ces problèmes-là en ce moment et pas des problèmes de puissance ou de performance. Évidemment. C'est marrant, c'est exactement la citation de Fred Vasseur. Félicitations, Baptiste. C'est vrai, je ne l'ai même pas vu passer. Quand on a demandé à Fred Vasseur justement ce qu'il pensait de la situation, c'était pas compliqué pour Toto Wolff. Il a dit c'est un problème de riche, c'est pas grave. Oui, en même temps, c'est véridique. Voilà, mais j'ai une théorie sur la question, c'est que pour le moment, il va les laisser se battre en disant tant qu'il n'y a pas d'accident et que ça se passe bien, d'accord, mais alors au premier faux pas, là, mais ça je dis pas. Voilà, et que par contre ce sera pas comme les McLaren qui sont rentrés dedans et après quand même papaya, tout le monde s'éclate, c'est ce qui a occasionné les critiques qu'on connaît. Je pense que là maintenant il y a un contrat presque écrit, j'imagine, en disant par exemple si vous rentrez dedans, il y aura plus ça derrière. J'espère que vous en avez profité avant.
et que la suite du championnat, ça devra se mettre au diapason. Toujours est-il que sur cette course, ça fait 25-0 sur la course pour Kimi Antonelli, du coup, avec l'abandon de George Russell, qui avait réussi à reprendre 2 points en sprint à son coéquipier. Là, ça va commencer à creuser, il va commencer à avoir un écart déjà conséquent. On était à 25 points avant le week-end, si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. C'était déjà quelque chose d'important. Russell devait réagir, c'est ce qu'il était en train de faire sur ce Grand Prix, sur ce week-end, parce que déjà en sprint, c'était musclé. Il voulait justement rappeler que le pilote numéro 1 n'était pas forcément celui attendu. Donc là, c'est un coup dur pour Russell. On l'a vu quand il est sorti de sa monoplace. Donc, il a même d'ailleurs pris une pénalité pour le jet de certains éléments de sa monoplace sur le circuit. Mais tout l'agacement du pilote britannique était palpable et surtout compréhensible, Baptiste. Ouais, forcément, parce que effectivement, il arrivait déjà au Canada avec un certain retard sur Antonelli. Il repart avec 43 points de retard donc sur son coéquipier. Et effectivement, les choses ne tombent vraiment pas en sa faveur pour le moment cette saison. Il n'est pas aidé, que ce soit par les faits de course ou par sa mécanique qui du coup l'a trahi hier. Et on l'a vu effectivement passablement énervé au moment de sortir de sa voiture. Forcément, les nerfs à vif. Il sortait de 30 tours de folie en pleine bataille avec son équipier. C'est sûr que ça commence à faire beaucoup, mine de rien, parce qu'on a disputé que 5 épreuves jusqu'à présent, certes avec 3 courses sprint, mais c'est que 5 Grands Prix. Et déjà 43 points de retard, ça fait quasiment 2 Grands Prix d'avance pour Kimi. Alors, la saison est longue, on l'a dit, mais c'est vrai que pour le moment, on ne voit pas de faille du côté de l'Italien, qui déroule son pilotage sans le moindre problème, quand Russell, lui, a un petit peu plus de difficultés, soit à exceller en qualif ou alors pas aidé par les faits de course. Je pense notamment au Grand Prix du Japon, où il n'avait pas été aidé notamment par la safety car. Donc il voit aussi que le vent est en train de tourner et que peut-être que du coup dans le garage on va peut-être favoriser Kimi plutôt que lui pour jouer le titre. Donc il est dos au mur, mais la saison est longue encore une fois, donc je ne mettrai pas Russell hors course, loin de là, mais c'est sûr que là il a déjà grillé certains jokers, plus qu'Antonelli en tout cas pour le moment. Oui, on a vu déjà des pilotes perdre des titres quand on refaisait les histoires des saisons, perdre des titres sur des incidents comme ça, ou sur des faits de course qui n'étaient pas du tout de leur fait. Donc bref. Hamilton 2016. Hamilton 2016, Alonso 2012, 2010, je ne sais plus quand il s'est accroché 2012, en Belgique. Grand Prix de Spa 2012, Voilà. le strike. Enfin, des exemples comme ça, il y en aurait une pléthore. Autre pilote qui a vu son Grand Prix se terminer prématurément, il y en a eu 6, si je ne dis pas de bêtises, mais je voulais aborder Lando Norris et les McLaren, parce que les McLaren, c'est une histoire particulière sur ce Grand Prix, avec un choix de pneumatiques audacieux, on va dire, en début de Grand Prix, qui leur a finalement beaucoup coûté, Quentin. Franchement, alors, pour reprendre les mots des fans sur les réseaux sociaux, les stratégistes de Mercedes font les stratégistes de Ferrari. C'est un départ un peu atypique, ma foi, de leur part, qui sont la seule écurie. Non, ils étaient plusieurs. Non, il y avait de la Fonderie aussi qui avait un peu essayé. Il me semble les Audi, non? Oui. Voilà, Audi, alors regarde, ça me Il y avait 4 autres voitures, je les ai plus de tête, mais ils étaient 6 au total. Oui, c'était 6, voilà. Enfin, toujours est-il que, quand même, une top écurie, quand on est la seule à partir sur les inters, il faut commencer à se poser des questions. Bon, ils ont fait le pari, pourquoi pas. Les pilotes doivent rentrer extrêmement tôt dans le Grand Prix. On sait premier tour. Premier tour pour 1 et troisième tour pour Norris. Non, c'est Norris qui rentre tout de suite. Non, c'est Piastri qui rentre. C'est Piastri qui rentre tout de suite. Oui, Piastri tout de suite. C'est Piastri qui rentre parce que Piastri se plaint pendant le tour de formation de dire mais les gars on a merdé, faut absolument changer les pneus. C'est ça. Pendant quel tour de formation, Baptiste? Ça aussi c'est un épisode. Il y en a quand même eu 3 pour ceux qui n'ont pas suivi. Allez regarder le départ si vous voulez mourir de rire et savoir ce que n'est pas censé être la catégorie reine du sport auto, ainsi que son organisation. Refaites-vous le départ du Grand Prix Canada 2026. Ouais, exactement. Donc c'est ça, Piastri rentre premier tour en disant que c'est inconduisible. Lando Norris lui arrive à maximiser et prend un très bon départ, ceci dit. Oui. Sur une piste légèrement humide. Prend la première place, récupère la tête, très bien, mais derrière ça devient inconduisible, donc il repasse au stand. Félicitations McLaren, vous avez perdu votre temps. C'est faire une qualif pour rien. Franchement, ouais. Et pour compléter tes propos, Quentin, il y avait du coup Norris et Piastri en intermédiaire. Il y avait également Carlos Sainz, Valtteri Bottas et Sergio Perez. Oui. Et également les 2 pilotes Audi, Hülkenberg et Bortoleto. Ok. Oui, c'est ça. J'avais les Audi en tête et j'ai plus le reste. Ils ont tous changé les pneus après le 2e tour. Et Bottas a fait un tour en plus, il s'est arrêté au 3e tour pour chausser les softs. À la rigueur, c'est amusant quand on voit Cadillac qui essaye de s'extirper par un moyen comme celui-ci. Quand on voit McLaren, c'est un peu plus compliqué.
Mais voilà, un choix stratégique très dommage, d'ailleurs, qui a continué un peu tout le long du Grand Prix. Ça a été un peu douteux, hormis des manœuvres de pilote qui ont été un peu douteuses aussi. Et Piastri Piastri qui a oublié comment freiner. voilà, qui éperonne Ouais. Alex Albon comme ça J'ai pas compris. à Quand j'ai- l'épingle. Il perd son aileron dans l'eau. Et après, bon, on a aussi un Norris. Ouais, un Norris, petit il est peu- pas trop responsable sur ce Grand Prix. Non, voilà, ça va, mais pareil, la stratégie, ils n'ont pas forcément très bien rattrapé derrière. C'est clair. Donc, non, compliqué. Bah, je crois que dès le 10e tour, d'ailleurs, ils se prennent un tour par les leaders. Ouais, je crois que c'est Piastri qui se fait mettre un tour Ouais, tout de Paris suite. qui prend un tour ouais. au 10e tour par les leaders. Non, c'était très compliqué. Ouais, parce que Piastri s'est arrêté une deuxième fois C'est dès ça. le 12e tour suite Parce à justement son Oui, voilà, Il c'est change ça. ses son pneus, accrochage comme avec Alexander Albon. Voilà, on Voilà. le revoit passer au stand, donc sans comprendre pourquoi au début, puis on le voit qu'il change son aileron et on voit l'image derrière. Oui, rentrer dans le flanc d'Alex Albon Ouais, qui l'a d'ailleurs forcé à abandonner. Donc, Ouais. très grosse erreur d'Oscar Piastri qui lui a valu d'ailleurs 10 secondes de pénalité Mhm. ensuite. Mais Bon, alors assez après, je surprenant. vais pas me faire l'avocat du diable, mais je l'ai trouvé extrêmement, peut-être excessivement lent, Alex Albon, à l'épingle. Et du coup, je pense que c'est pour ça que Oscar Piastri a tenté le dépassement. Ah ouais? Parce que c'est vrai que quand tu vois la caméra embarquée, moi je l'ai trouvé particulièrement lent, comme s'il mettait un temps interminable à tourner. Donc je C'est pense que que la c'est pour manœuvre ça. est tardive de Piastri, donc peut-être ouverte parce qu'un Alex Albon rate sa trajectoire est un peu lent. C'est vrai que alors, l'incident au début, on l'a vraiment eu sur une petite fenêtre à gauche, Ouais. en mode c'est un non-événement, vous inquiétez pas. C'était vraiment la sous-fenêtre. Et il y a qu'à D'ailleurs, la faut fin qu'on en parle de course, la réalisation de la course. Voilà, la réalisation, ils ont raté pas mal de petits moments Comme clés. souvent, pardon, mais comme souvent. Ouais, voilà, Il y a eu mais la ça, sortie c'est des un peu stands de d'accord. Colapinto aussi, qui a failli se planter. Ouais. Alors heureusement pour lui, il termine 6ème, mais il a failli se planter à la sortie des stands quand il a changé de pneu. Non, c'est pour ça il y a pas mal d'actions en piste l'a pas qui, vu non plus. qui ont été manquées aussi. Le dépassement d'Antonelli sur Russell, je crois Oui. un des derniers qu'il fait, pareil, on le voit pas. Enfin, Bah, bref. le dernier avant que Russell abandonne, Voilà. oui, il a été passé sous silence. Enfin, bref, Ouais, revenons à bref, McLaren. Oui, McLaren, voilà, un peu dans la débâcle pour cette course. Ils nous ont pas montré le jeu qu'ils nous ont sorti toute l'année dernière. Alors qu'ils avaient apporté des améliorations Ouais, qui avaient ouais. l'air de fonctionner, qui C'est leur ça. avaient permis de Hormis réduire encore le l'aileron gap. avant. C'est possible. Ils ont retiré l'aileron avant, Ouais, si je je dis crois pas que de c'est ça. bêtises. Ouais, ils ont Ouais. accepté tout le package sauf l'aileron avant. Donc dommage, ils se relèveront plus fort. En même temps, c'est la seule possibilité pour le Ouais. prochain Grand Prix dans 2 semaines. Vu le résultat, ouais, là, de toute façon, ils pourront pas faire. Il n'y a presque pas de possibilité de faire pire sur Ah le ouais. prochain week-end. Donc, C'est ouais. compliqué. Mais Norris trahi par la stratégie, puis par la mécanique. Il peut rien, le pauvre. Il fait une bonne sprint. Il fait malgré tout un bon week-end. On va dire que sur la course, il est malchanceux. Piastri, donc erreur stratégique encore une fois de son équipe. Et puis derrière, cette erreur de pilotage, du coup, qui lui coûte un nouveau passage au stand, une pénalité. Enfin bref, course cauchemar pour les pilotes McLaren. Ouais, ça se tape avec le Grand Prix de Chine en termes de pire course de Ouais, la saison. franchement, Pour, voilà, en qualité. pour McLaren, la seule différence, c'est qu'au Canada, ils ont pris le départ. Voilà. Voilà. C'est le- C'est exactement, ouais. C'est pas faux. Et il y a quand même un truc sur cette course, alors je vais directement aller à la finalité, mais c'est le podium de cette course qui retient notre attention. Donc Kimi Antonelli, Lewis Hamilton et Max Verstappen sur le podium. C'était inattendu en début de week-end, Quentin. Franchement, je vois pas trop qui aurait misé dessus au départ, parce qu'on voyait des Mercedes déjà presque intouchables. Concrètement, déjà le Canada, le jardin de Mercedes depuis quelques années. On sait que c'est un des circuits préférés d'Hamilton, donc on s'attendait à un peu plus de perfos. Mais les McLaren avaient joué les troubles faits, notamment en phase de qualification et en sprint. On ne s'attendait pas forcément à les voir aux avant-postes. Bon, et quelques faits de course ont contribué à se grimper au classement, mais un très très bon rythme de la part de l'Italien, mais également du Néerlandais Verstappen, qu'ils ont offert d'ailleurs une bataille de fin de course que j'ai appréciée. Ouais. Sans forcément Ah beaucoup ouais, d'actions c'était génial. de dépassement, mais c'est ce qu'on attendait de voir. On était revenu un petit peu à 2021 Prime sans les actions sales. Et c'était joli, voilà. Et c'est un podium, je pense, à la fin qui fait plaisir à énormément de fans à travers le globe. Ouais, Baptiste, parce qu'on a une espèce d'une course scindée en deux avec cette première moitié de course marquée par la bataille Mercedes entre George Russell et Kimi Antonelli. Et puis après, on a eu cette passe d'armes entre Lewis Hamilton et Max Verstappen, alors deuxième à ce moment-là. Ouais, Hamilton qui a fini très fort et qui du coup effectivement est remonté sur Max pour lui chipper la deuxième place. Et on a eu aussi une belle bataille aussi derrière entre les deux coéquipiers justement d'Hamilton et Verstappen, puisqu'on a eu une Oui. grosse bataille aussi entre Isaac Hadjar et Charles Leclerc qui a tourné à la faveur du Monégasque. D'ailleurs, parlons-en. On va en parler. Isaac a eu pas mal de petits.
hein, entre une défense trop musclée juste avant la chicane, dans la ligne droite de retour, là, juste avant la chicane vers le mur des champions, une défense trop musclée où il prend 10 secondes de pénalité, puis un stop and go également, donc il termine une 5e, le français. Alors c'est quand même son meilleur résultat avec Red Bull. Donc c'est quand même à noter, surtout qu'il avait quand même pas été en réussite à Miami et puis jusqu'à présent trahi par sa mécanique lui aussi pendant le début du week-end. Mais pour en revenir à Hamilton et Verstappen, effectivement, ça fait plaisir de les revoir aux avant-postes. Visiblement, Hamilton, ça lui réussit bien de ne pas aller au simulateur à Maranello. C'est exactement ce qu'il a dit. Il a dit je me sens tellement mieux depuis que je fais plus de Ouais, non, mais simulateur. comme quoi, aujourd'hui, malgré la data, malgré tous les moyens technologiques, parfois, il faut se fier à son instinct et à ses sensations de pilote, et c'est ce qu'a fait le Britannique. Et puis derrière Verstappen, premier podium de la saison pour le Néerlandais. Alors on s'y attendait peut-être pas forcément, hein, étant donné que la Red Bull a quand même une petite longueur derrière Mercedes, Ferrari et McLaren. Mais on savait que sur ce genre de situation, c'est là où Max Verstappen pouvait justement en profiter pour grimper sur le podium. On sait que c'est un pilote très performant, un petit euphémisme de dire ça, mais que malgré le fait qu'il ait une Red Bull qui soit un peu en deçà des 3 top teams, il savait que dans certaines situations, dans certains contextes particuliers, c'est celui qui pouvait tirer aussi son épingle de jeu. Absolument, et là du coup il manquait les 2 McLaren, il manquait George Russell et il en a profité. Donc ça donne envie de voir la suite, à la fois pour Verstappen et aussi pour Isaac quand même, parce que voilà, enfin il fait un top 5 avec Red Bull, et ça nous donne envie de voir la suite, quoi. Alors sur Isaac Hadjar quand même, je vais montrer un peu plus nuancé parce que je trouve pas qu'il fait un super bon week-end, un si bon week-end que ça, et il termine 5e, mais j'ai beaucoup de mal à m'enthousiasmer pour ce résultat-là. Je sais pas si le résultat est bon, mais le week-end n'est pas exceptionnel, voilà. Non, bien sûr que non. Mais on en oui, a parlé, bon. effectivement, je l'ai dit en introduction, c'est que il a été embêté par les problèmes mécaniques en course sprint, et du coup il a fini la course avec 3 tours de retard. Il a quand même été solide en qualification, hein. Moi je trouve, faut quand même le souligner. Il a fini meilleur temps de la Q2 et il termine à 1/10, je crois, seulement de Verstappen. Donc, alors que sur les précédentes qualifs, notamment à Miami, il était quand même assez loin. Il prenait 4 ou 5 dixièmes, je crois, par son coéquipier. Là, il est dans le rythme, donc c'est quand même le point positif. Après, c'est vrai que bon, voilà, la deuxième partie de course, celle qu'on a vue à l'écran, a pas été les meilleures, parce qu'effectivement, il y a eu cette défense trop musclée sur Leclerc. Cette défense, il y a aussi un blocage de roue en début de course, là où il y avait pas nécessairement de danger. Enfin, quand il est tout seul, il n'est pas non plus impérial avec sa Red Bull, donc c'est en ça que je dis que pour moi, je suis pas hyper enjoué, quoi. Mais on l'a retrouvé solide en qualif, et moi ça m'a plu en tout cas. Même pendant la qualification, il reconnaît lui-même qu'en Q3, si on peut le dire ici, je cite, j'ai fait un tour de merde. C'est ça, aussi simple que ça. Ouais, mais il est dans le rythme de son coéquipier, tu vois. Enfin, Justement, mais ça reste un peu plus dommage parce que du coup, ça fait un week-end un peu bof par rapport aux attentes que déjà lui avait envers lui-même et la performance qu'il aurait pu aller chercher. Hormis d'ailleurs cette manœuvre très, on va dire comment, maladroite, sur défense sur Leclerc. Où il va clairement plus loin, que maladroite, oui. C'est des erreurs qui ne doivent pas arriver. D'ailleurs, je sais même plus pourquoi il a écopé d'un stop and go. Parce que je sais plus, parce que je sais qu'il prend 10 secondes du coup sur J'ai suivi 10 secondes, mais pourquoi il avait un stop and go d'ailleurs du coup à la fin? Mais il n'y avait pas une deuxième défense un peu limite sur Leclerc ou quelque chose comme ça? Auquel cas, ça fait vraiment beaucoup et à un moment, tout pilote doit se ressaisir. Je veux dire, c'est des manœuvres, surtout qu'on n'attend pas au sein des top teams. Surtout quand tu sais que... Alors, j'entends que tu fasses tout pour défendre ta position. Et voilà, parfois tu vas au-delà de la limite. Mais là, déjà, c'est pas sa seule erreur de la course. Et il sait que la Ferrari reste malgré tout bien plus performante que sa Red Bull. Sauf en ligne droite. Je vais pas l'accabler parce qu'il a défendu sa position, évidemment. Mais voilà, moi, je trouve que c'est plusieurs petites erreurs qui sont de trop, quoi. Ouais. C'est sûr que lui-même aurait préféré ne pas les faire. Mais après, tu vois, à ce moment-là, il est 4e de la course. Il y a déjà eu plusieurs virtual safety cars, donc avec une safety car, on ne sait jamais, il peut remonter, et puis pourquoi pas, il n'y a plus qu'à une marche du podium après, donc peut-être qu'il a pensé comme ça, je ne sais pas, mais en tout cas, je trouve qu'il a plutôt bien sauvé son week-end qui avait mal démarré, quoi. Ok, oui, au final, le résultat est là, même s'il joue avec des variables extérieures aussi. Oui, à la fin, la concrétisation fait qu'une 5e place fait beaucoup de bien dans ce contexte. Bon résultat du coup pour Isaac Hadjar malgré tout comme les Alpines qui marquent de gros points. Baptiste, on a un Colapinto et un Pierre Gasly qui terminent dans les points. Colapinto devant Pierre Gasly, je le signalais encore à Quentin avant qu'on enregistre, mais ça fait quelques fois que Colapinto arrive à se placer devant
le pilote français. Il commence à être vraiment en jambes, Franco Colapinto, Baptiste. Ouais, c'est exactement la remarque que je me suis faite pendant la course en voyant Colapinto 6e et Gasly un petit peu plus en difficulté derrière. Alors, de là à remettre en question la hiérarchie dans l'équipe, peut-être pas encore, mais effectivement, Colapinto qui vraiment fait des progrès. On est loin du Colapinto de Williams qui retenait sa monoplace un week-end sur deux. Même si bon, il a failli quand même finir dans le mur, on l'a dit tout à l'heure. Mais tant mieux pour Alpine, puisque au moins le duo devient complémentaire. Alors Colapinto, il est 11e au classement des pilotes avec 15 points. Il a 5 points de retard sur Gasly qui est 8e du coup avec 20 points. Mais effectivement, ça fait plaisir de voir ça. Et puis Colapinto, il faut aussi qu'il soit là quand Gasly a des coups de moins bien. Ça a été le cas ce week-end. Donc c'est bien, c'est positif pour l'écurie française qui est dans le bon sens et qui est vraiment la bonne surprise, je dirais, au-delà du top 4 des top teams, qui est la bonne surprise de cette année. Donc, On a aussi Liam on en Lawson redemande. qui fait un bon Grand Prix, notamment un bon départ, tout comme Fernando Alonso qui, bon, lui ne terminera pas la course. Mais Lawson et Alonso qui prennent 2 très bons départs avec énormément de positions gagnées. Certes, on a les 2 McLaren qui pitent dans les premiers tours, mais 2 très bons départs. Il y a Liam Lawson qui termine donc 7e, Carlos Sainz 9e et puis Oli Berman qui prend le point de la 10e place. Justement, il y en a un autre qui a fait un bon départ, c'est Oli Berman. Hein. Oli Berman a fait un gros départ. Il était, je ne sais plus combien il était sur la grille, il était 17e si je ne dis pas de bêtises. Et il a gagné 7 ou 8 places dans le premier Alors, tour. je confonds peut-être entre Lawson et Berman sur le départ. Non, Berman il était plus haut que ça. Parce qu'il y en a 2, il y a Alonso qui prend un très bon départ, qui gagne 9 positions, et il me semblait que c'était Lawson qui prenait aussi un très bon départ en gagnant 7. Lawson en prend 7, Voilà, Ocon en prend 5 aussi par la même occasion. Berman doit être pareil, mais il est devant au classement. Oli Berman, il démarre 16e et il est 9e à la fin du premier tour. Voilà. Ouais, Donc, solide, il y en avait plus que ce que j'avais en mémoire. Mais ouais, gros départ. Certes, Alonso, le pauvre ne termine pas la course, mais c'est un peu attendu. Mais des solides prestations aussi de ces pilotes qui profitent également des différents abandons. Il faut faire avec de toute façon. Mais voilà, Carlos Sainz, Oli Berman, Liam Lawson qui marquent aussi des points en plus des 2 Alpines et des top teams qu'on a cités juste avant. Avec un Oscar Piastri qui termine donc 11e avec 2 tours de retard sur les leaders. D'ailleurs, ils sont tous à un tour de retard après la 4e place, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est un truc. truc de fou, Hadjar est le dernier pilote qui prend un tour de retard, et après Leclerc, Hamilton, Verstappen et du coup Kimi Antonelli ont mis un tour à tout le monde. Et ça, c'est assez impressionnant, oui, la rapidité avec laquelle les incidents de course et les différents pits ont permis de rattraper le retard sur les derniers pilotes. Il y a quand même un écart de performance assez monstrueux, surtout en course, entre les top teams et les écuries de fin de grille. Je trouve ça assez affolant, même Hadjar qui s'était arrêté malgré ses 3 tours de retard sur la sprint. Au bout de 10 tours, avait déjà récupéré au moins 2 tours et demi sur ses prédécesseurs. Donc non, il y a vraiment un gap de performance monumental et ça se voit de plus en plus aujourd'hui. Ouais. On a donc plusieurs abandons. Il y en a un sur lequel j'aimerais revenir. Alors je ne sais pas si vous avez pu choper plus d'infos que moi, mais sur Sergio Pérez. Parce que alors, ça a pété tout seul. Voilà, il m'a semblé que c'était juste la solidité de l'équipe. Faiblesse de la suspension. Et pas en ligne droite, parce qu'à ce moment-là, il est en bataille avec Ocon, déjà, ce qui est déjà surprenant en soi que Ocon, dont je ne vais pas reparler ici, parce que j'en ai parlé un petit peu à Quentin avant, mais Ocon se retrouve donc en bataille avec une Cadillac. Quelle bataille intense. C'était on va déjà être à un tour presque de cette Cadillac. Et quelques secondes après, on voit que Sergio Pérez abandonne, suspension cassée. Et en fait, non, c'est tout seul. C'est pas du tout dans la bataille. Le Français n'y était pour rien dans la manœuvre. Il semble que ce soit une fragilité structurelle de la Cadillac. Le volant. Il a fait une Sébastien Buemi en Chine en 2010. Il a eu la chance d'avoir qu'une roue et juste avant le pit. C'est ça. Voilà, c'est ça. Le fait qu'il rentre dans les stands, c'est déjà un miracle. Ouais. Donc, oui, heureusement que Cadillac était le premier garage, parce que s'ils étaient tout au bout de la pit lane. c'est exactement ce qu'on s'est dit à la maison en regardant le Grand Prix. On fait putain, heureusement que c'était pas un Merco qui est à l'opposé, parce que sinon. C'est clair. Ça aurait été complexe. Mais non, voilà, c'est surprenant de voir ça en course, mais il faut pas oublier que les Formule 1 restent des voitures de haute précision et qui subissent des contraintes mécaniques extrêmement puissantes. Et ça montre qu'une fois de plus, le niveau de savoir-faire nécessaire aux écuries pour produire ces véhicules et toute la force physique et mentale des pilotes pour tenir un effort pareil, en étant eux-mêmes capables de supporter ces contraintes pendant 2 heures, allez, on va dire un week-end sur 2. Ouais.
Et bon, petite touche personnelle, mais bon, un week-end qui m'a aussi redonné du plaisir aussi, parce que sur ce début de saison, j'ai beaucoup de mal à savoir où je me positionne, à prendre du plaisir sur ces grands prix de Formule 1, et puis plutôt satisfait de l'ensemble du Grand Prix, de l'ensemble du week-end, notamment par le Grand Prix. Je sais pas si vous avez un regard différent sur ça, si vous prenez toujours autant de plaisir par rapport à la saison dernière. Toi, Baptiste, qu'est-ce que tu as pensé du Grand Prix en général, enfin du week-end, pardon? Non, non, mais je rejoins ce que tu viens de dire. Parce qu'effectivement, moi, avant le week-end, j'étais assez dubitatif en mode ah ouais, la F1 revient, mais j'étais pas vraiment pas plus emballé que Ouais, ça. Et faut dire qu'en même temps, on a eu un seul Grand Prix en cette semaine, hein, c'était le Grand Prix de Miami. Et là, du coup, c'était le premier Grand Prix, même nous, tu vois, c'est le premier Grand Prix qu'on débriefe depuis 2 mois finalement, donc oui. ça fait un petit moment. Et franchement, du coup, je démarrais le week-end de manière un peu dubitative, et au final, j'ai pris beaucoup de plaisir à suivre et la sprint la course principale d'hier. Je dirais pas que ça m'a réconcilié avec la F1 parce que j'étais pas fâché, Ouais. mais en tout cas ça m'a remis dedans, et je pense qu'on avait besoin de ça pour se replonger dans la saison et pour lancer véritablement cette saison de F1, parce que là ça y est, on a Monaco dans 15 jours, on va avoir une succession de grands prix d'ici la trêve au mois de juillet, donc je pense que voilà, c'était le Grand Prix dont on avait besoin pour lancer véritablement cette saison 2026 de Formule 1. Franchement, Baptiste, je ressens parfaitement ton avis. C'est vrai qu'avec la grosse coupure des courses, le manque d'activité médiatique aussi un petit peu autour, je pense que énormément de fans à travers le globe avaient un petit peu relâché l'attention autour de la F1. Donc, d'ailleurs, pour être parfaitement franc, comme vous le savez, j'ai regardé toutes les séances du week-end, Ouais. là, aujourd'hui, ce matin, En replay, ouais. en replay. Même les essais libres. Peut-être pas les essais libres à ce moment, il fallait dormir un peu le matin encore. Merci de ton honnêteté. On se remettait de quelques événements plutôt dans la semaine, et en fin de compte, non, plutôt content d'avoir vu de l'action. Petit bémol, je trouve les qualifications moins intéressantes qu'avant. Là où avant, c'était un peu, bon, quand on s'ennuyait devant les courses, me direz-vous. Bon, on était sur une fin de réglementation la Ouais, saison dernière, voilà. les écarts étaient très faibles, donc forcément il y avait peut-être un peu plus de suspense Ouais. pour les pôles, même si les positions étaient plus Oui, figées, et surtout il y que avait un peu les plus de courses suspense, étant je trouve. plus chiantes, on attendait les qualifications en disant comment on allait voir les voitures à C'est fond vrai. et qu'on allait s'éclater. Mais bon, hormis ça, je suis content d'avoir maintenant des courses un peu plus dynamiques et qui sont suivables. Et, surtout, voilà, qui font du bien avec quelques batailles, les pilotes qui se suivent, qui est un peu le but aussi de la réglementation. Ouais. Donc, c'est pas déplaisant autour. Ça reste encore un peu mécanique, je dirais, avec la répartition électrique et thermique. Pour moi, Ouais, qui fait grand débat. Artificiel. il fait toujours débat. Alors, il y a du mieux, mais pour moi, on voit quand même trop de manœuvres un peu avortées parce que on voit qu'il n'y a plus de puissance Ouais, je vois ce que électrique, tu veux parce dire. que c'est Les voitures compliqué. se suivent, mais il n'y a pas Voilà, cet élan de. ça se suit, mais il y a moins d'opportunités d'y aller, quoi. Il n'y a plus de pilote qui peut dire tiens, je débranche un peu le cerveau et Parce que cette tu es en fois, gestion. voilà, t'es trop en gestion et de toute façon, même si tu l'es pas et que tu veux, il n'y a pas la puissance nécessaire, donc il faut vraiment utiliser des stratagèmes Ouais, ouais. et planer sur le long terme, donc c'est différent. Mais hormis ça, je suis d'accord, ça fait du bien de retrouver la F1 et allez, Monaco, je pense que c'était un peu une procession parce qu'entre la gestion et Ça va être les rues spécial étroites, encore, ouais. ouais, Ouais, moi je suis curieux de voir quand même, parce que les voitures sont plus petites, enfin moins longues et moins larges que les années précédentes. Donc, et puis bon, avec cette réglementation faite pour favoriser les dépassements, moi je suis curieux de voir le Grand Prix de Monaco. Alors effectivement, je pense que ce ne sera pas le Grand Prix le plus passionnant de la saison, de toute façon ça ne l'est jamais. Mais je pense que ça peut être moins inintéressant que les années précédentes, on va dire ça On comme ça. verra parce la batterie va pouvoir se recharger plus facilement à Monaco. Tu l'as dit, certes, on est sur des monoplaces plus petites, mais on n'est pas non plus sur une révolution en termes de dimension. Mais oui, tu l'as bien rappelé, ça peut être intéressant. Donc, prochain rendez-vous dans 15 jours. Ouais. Baptiste, est-ce qu'avant de clôturer, tu veux nous faire un petit point quand même sur les classements, les différents classements pilotes et constructeurs de cette saison de Formule 1? Bien sûr, avec Kimi Antonelli, donc toujours leader et qui creuse l'écart en tête avec 131 points, 43 points d'avance sur George Russell, deuxième avec 88 points. Charles Leclerc est troisième avec 75 points, avec 3 points d'avance sur Lewis Hamilton qui est quatrième. Lando Norris est cinquième, suivi par Oscar Piastri et Max Verstappen. Pierre Gasly, le premier français, est huitième avec 20 points. Oli Biermann est neuvième avec 18 points. Et Liam Lawson ferme le top 10 avec 16 points. Nos deux autres français, Isaac Hadjar et Esteban Ocon. Isaac Hadjar est 12e avec 14 points, tandis qu'Esteban Ocon est 16e avec un seul petit point. Chez les constructeurs, Mercedes accroît son avance également en tête avec 219 points, avec 72 points d'avance sur Ferrari qui est deuxième. McLaren est troisième avec 41 points de retard sur Ferrari. Red Bull est quatrième avec 57 points, 49 unités de retard sur McLaren. Alpine est cinquième avec 35 points. Racing Bulls sixième avec 21 points. As 7e avec 19 points. Williams est 8e avec 7 points. Audi 9e avec 2 points. Et Cadillac et Aston Martin sont toujours les deux écuries à n'avoir pas marqué le moindre point cette saison.
Ok, top. Et si vous voulez, pour compléter le tableau, j'ai la meilleure statistique du week-end, à savoir la vitesse maximale atteinte par Arvid Lindblad lors de ce dimanche de Grand Prix de F1, qui est de 4 km/h. Ah, j'ai cru que t'allais dire 0. Ça, c'est moche. Voilà, J'ai cru que c'est t'allais la dire stat du 0. week-end. Bon, on espère qu'il ira un petit peu plus vite, donc un jour à Monaco. Voilà. Quoi qu'il en soit, nous on se retrouve pareil d'ici 15 jours pour débriefer ce Grand Prix en principauté. Merci Baptiste, merci Quentin, ça m'a fait plaisir de vous retrouver. Et puis Mais carrément, on plaisir remet ça partagé. très vite de toute façon. Avec grand plaisir. Allez, Évidemment. à plus tard, merci de nous avoir suivis. Gros Salut. bisous. Ciao.